Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Bonjour Ronan. Pendant longtemps, le hareng a été surnommé le blé de la mer. Ce petit poisson de mer au goût intense a en effet été une ressource alimentaire très importante pour nos aïeux. On va vous raconter son histoire dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, Éric, ce poisson, le hareng, était consommé lors des jours maigres, mais pas seulement. Oui, tu l'as dit Ronan, le hareng était autrefois un aliment essentiel pour le peuple. Le hareng, c'est un poisson qui est très prolifique. Il était jadis très abondant et donc accessible financièrement, même aux petites gens. Les travailleurs modestes pouvaient donc en manger plusieurs fois par semaine, donc pas seulement pendant les jours maigres et le carême. Les jours maigres, c'était les jours où l'Église imposait à tous l'abstinence de viande. Pourquoi ? Parce que la viande était accusée d'être un aliment trop désirable, donc source potentielle d'un plaisir alimentaire coupable, condamnable, et qui en plus, elle risquait, cette viande, d'échauffer les sens des mangeurs et de les conduire à des excès sexuels que l'Église réprouvait. Et à certaines époques du Moyen-Âge, le nombre de jours maigres pouvait dépasser 150 jours, tu vois, presque la moitié de l'année. Et donc, on mangeait du poisson et notamment du hareng. Une autre illustration de l'importance du hareng, c'est le fait qu'en période de disette, le hareng était souvent la principale denrée alimentaire qui était distribuée dans les villes par les autorités locales et les œuvres de charité, parce que, comme je l'ai dit, c'était une denrée qui était très peu coûteuse. Le hareng était très abondant à l'époque médiévale. Oui, et d'ailleurs une de ses caractéristiques du hareng, c'est qu'il se déplace en bancs de plusieurs millions d'individus bien serrés les uns contre les autres. Alors on a comparé ça à une armée en mouvement. Or, en allemand, le mot armée se dit Heer, qui a la même racine que hareng. Ah oui, c'est vrai. Et outre son prix modique, le hareng a un autre atout de taille, c'est sa conservation. Mais oui, absolument. On peut conserver le hareng plusieurs mois si on l'a salé ou fumé, ou les deux d'ailleurs. Donc on pouvait en manger aussi dans les provinces éloignées des côtes. De toute façon, la conservation du hareng était nécessaire, car si la saison de pêche ne durait que quelques mois, les jours d'abstinence de viande, comme je l'ai dit, étaient eux répartis tout au long de l'année. Alors peut-être deux mots, si tu veux bien, Ronan, sur le fumage du hareng. Tu sais qu'on appelle ça le saurissage. Ça permettait de garder pendant plusieurs mois la chair du hareng, qui est très fragile. La technique, elle est mentionnée par écrit dès le XIIIe siècle dans un cartulaire, un texte de l'abbaye de Fécamp, en Normandie. Alors comment ça se passe ? Les harengs étaient d'abord recouverts de sel pendant plusieurs jours, et puis on les dessalait, on les égouttait, on les séchait. Et puis l'opération suivante consistait à enfiler une dizaine de poissons, de harengs, sur des baguettes, et puis à les exposer à la fumée qui était produite par des copeaux de hêtre ou de chêne. La température devait impérativement être modérée, autour de 25 degrés. Il fallait éviter de cuire la chair. Au bout de 8 heures de fumaison, on obtenait un hareng bouffi, on l'appelait comme ça. Si la durée du fumage était comprise entre 12 et 18 heures, il devenait un hareng soor, qu'on pouvait conserver jusqu'à 1 an. Alors soor, S-A-U-R, pourquoi ? C'est un mot qui vient du néerlandais soor, S-2-O-R, qui signifie tout simplement sécher. Et signe de sa grande importance, le hareng a même été élevé au rang de saint. Oui, alors ce sont les pêcheurs du port de Boulogne-sur-Mer, ma ville d'origine. Tiens Ronan. donc. Oui, qui en feront un saint hareng. Il l'assimilaient, ce hareng, à un martyr qui donnait sa vie pour sauver les hommes de la famine. Et grâce à son abondance et aux techniques permettant de le conserver très longtemps, le hareng a contribué à la prospérité de Boulogne-sur-Mer et de nombreux autres ports français. Alors sa pêche était surtout pratiquée du côté de chez toi, donc par les pêcheurs de la Manche et la mer du Nord. Oui, parce que le hareng, c'est un poisson des mers froides de l'Atlantique Nord. Dès l'an 1000, la pêche du hareng a été pratiquée par les ports français, effectivement, de la Manche, de la mer du Nord, alors en particulier Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Fécamp. La saison de pêche débutait à l'automne, lorsque les poissons se rapprochaient des côtes pour frayer, c'est-à-dire pour s'en produire. Mais dès qu'ils étaient pêchés, les harengs devaient être rapidement débarqués dans le port le plus proche. Une partie était mise de côté pour être vendue en frais, et le reste était immédiatement salé ou fumé afin de pouvoir être conservé. Quel était le devenir des harengs vendus en frais ?
Alors ceux qui étaient débarqués à Dieppe et à Boulogne étaient acheminés tous les jours jusqu'à Paris. À partir du XIIIe siècle, ils étaient transportés par des attelages de 6 à 12 chevaux le long du chemin de la Marée. C'est un parcours qui était ponctué d'étapes qui permettait de renouveler à 5 ou 6 reprises les chevaux. Au petit matin, les attelages entraient dans Paris par la rue du Faubourg Poissonnière. Et lorsqu'ils étaient fumés et salés, alors là, les harengs, on pouvait les transporter sur de très longues distances, jusqu'en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Avec l'essor démographique, la demande va exploser et heureusement, les pêcheurs vont pouvoir y répondre car ils parviennent à améliorer leur technique de conservation. Oui, exactement. Au milieu du XIVe siècle, une innovation technique est mise en œuvre à grande échelle. Elle aurait été inventée par les Hollandais, peut-être même découverte plusieurs siècles auparavant. Les choses ne sont pas très sûres. Alors c'est quoi cette innovation ? C'est ce qu'on appelle le caquage des harengs. Alors ça consiste à traiter le poisson à bord du bateau, à lui appliquer immédiatement un procédé de conservation. Alors ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça évitait les allers-retours incessants entre la zone de pêche et le port où il fallait rapidement débarquer le poisson frais pour pouvoir le saler ou le fumer pour qu'il se conserve. Concrètement, qu'est-ce qu'on faisait ? Les filets étaient remontés, les poissons capturés, on les déversait sur le pont et aussitôt on les vidait, on leur enlevait les viscères. Et puis on les tassait fermement dans des barriques en alternant une couche de poisson, une couche de sel, une couche de hareng, une couche de sel, etc. Alors en néerlandais, barrique se dit kaak, d'où hareng kaké. Alors dans la barrique, une saumure, une eau salée, se formait naturellement et c'est elle qui protégeait les poissons des contaminations bactériennes et aussi elle les empêchait de se dessécher. Avec cette technique de conservation des poissons à bord, les marins-pêcheurs pouvaient donc rester plus longtemps sur le lieu de pêche, pêcher et pêcher jusqu'à ce que le bateau soit plein à ras-bord de barriques de hareng kaké, ce qui permettait de ramener au port une plus grande quantité de poissons. Et ce caquage a donné naissance à des expressions. Oui, alors elles n'ont plus cours aujourd'hui, mais je les trouve assez savoureuses. Alors jadis, les voyageurs qui se déplaçaient en diligence, ils ne disaient pas comme nous sommes serrés comme des sardines, comme on le dit dans un bus ou dans un métro bondé, mais disaient nous sommes encaqués comme des harengs. Sympa aussi. Et une autre expression que j'aime beaucoup, la caque, c'est-à-dire le tonneau, sent toujours le hareng. Ça, c'était une façon imagée de dire qu'une personne de milieu populaire qui a réussi socialement, eh bien, elle garde toujours quelque chose de ses origines modestes dans son langage, sa manière de se tenir à table ou de s'habiller, etc. La caque sent toujours le hareng. L'enjeu commercial du hareng, Eric, va aussi déclencher quelques conflits. Oui, je le disais, le blé de la mer, comme on l'appelait, a fait la fortune de plusieurs ports français, mais aussi celle de certains États ou grandes villes du nord de l'Europe, comme Copenhague, Bergen, en Norvège, Amsterdam. Et puis le hareng, c'était aussi l'une des principales denrées dont faisait commerce la Ligue hanséatique, cette association de cités marchandes d'Europe du Nord créée au XIIIe siècle. L'enjeu commercial était tellement important que de nombreux conflits, on les a appelés les guerres du hareng, ont éclaté entre les nations dont une part importante de l'économie reposait sur la pêche de ce petit poisson tellement convoité. Et un autre poisson, jadis, était très important, la morue. Oui, alors pour être plus précis, le cabillaud qui, une fois salé, prendra le nom de morue. La morue, tu vois, c'est déjà un changement de genre. Le cabillaud masculin, la morue féminin. Au Moyen-Âge, on pêchait le hareng, mais également beaucoup le cabillaud dans la mer du Nord, au large de l'Islande. Et conséquence, un beau jour, les stocks ont été surexploités. Alors heureusement, à la fin du XVe siècle, des explorateurs ont signalé la présence d'immenses bancs de cabillaud à proximité de Terre-Neuve. La grande pêche, on va l'appeler comme ça, va devenir une activité économique de premier plan pour de nombreux ports français. Surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on a de grands ports morutiers, alors en Bretagne, Saint-Malo, Cancale, Saint-Brieuc, en Normandie, Granville et Fécamp, Bordeaux également, des grands ports de grande pêche, de pêche à la morue, qui vont armer des dizaines de terre-neuviers, des trois-mâts, des goélettes à voile. Alors les marins de Paimpol dans les Côtes d'Armor, eux, feront partie de ceux qui vont rester fidèles à leur lieu de pêche traditionnel, l'Islande. On connaît tous le célèbre roman de Pierre Loti, paru en 1886, Pêcheur d'Islande. Et c'est un métier terriblement éprouvant et dangereux.
Ah oui, totalement. Les pêcheurs de morues partaient en février, ils ne revenaient chez eux qu'au début de l'automne. D'ailleurs, on disait qu'ils ne voyaient jamais les feuilles des arbres de leur pays natal. Alors pour leurs épouses, leurs mères, ce très long temps de l'absence était avant tout un temps d'inquiétude parce que beaucoup d'hommes ne revenaient pas de leur campagne de pêche. Tu connais certainement, Ronan, le mur des disparus dans le cimetière de Ploubazladec près de Paimpol, qui est un endroit, je trouve, très émouvant. Il faut dire qu'à bord, les conditions de vie étaient extrêmement rudes à cause du froid, du vent, de l'humidité, de la promiscuité, du travail harassant et très dangereux. Les marins tombaient à l'eau suite à un accident, un naufrage, une collision avec un iceberg. D'autres voyaient leurs blessures s'infecter ou étaient atteints du scorbut. Mais je crois que la situation la plus effroyable, c'était celle des enfants. Il faut savoir qu'au XVIe et XVIIe siècle, on embarquait des mousses âgées d'à peine 8 ans. Merci Eric de nous avoir raconté toute cette histoire autour de la pêche et en particulier du hareng qui a donc contribué à la survie des plus pauvres. On termine comme d'habitude avec l'explication d'une expression ou bien une anecdote croustillante qui vous permettra de briller lors de vos prochains repas. Eric, pourquoi dit-on qu'il ne faut pas poser le pain à l'envers sur la table ? Oui, alors ça n'est pas une règle de cuisine ou de savoir-vivre, c'est plutôt une croyance populaire, qu'on peut mêler à des raisons historiques, culturelles. Donc une superstition qui remonte au Moyen-Âge, qui est l'époque où on employait beaucoup de bourreaux. Alors par superstition, le pain destiné au bourreau lui était exclusivement réservé et le boulanger le retournait afin de bien le distinguer et que ce pain ne soit plus touché ou vendu à un autre villageois ou acheteur de pain client. Au fil du temps, le pain retourné a été associé au malheur. Merci beaucoup Eric et merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt Ronan.